Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré ce matin à une médecine douce, une médecine manuelle, une pratique encore peu connue en France, la chiropraxie. Pour celles et ceux qui ont souvent mal au dos ou au cervical, je vous invite à rester avec nous. Ce dossier va sûrement vous intéresser. Mais avant, comme chaque jour, on part retrouver Evan. Evan qui visite ce matin une brasserie bien connue en Bretagne. Salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison. Ce matin, je suis en Ille-et-Vilaine, à Cornu, pour vous présenter les coulisses d'une brasserie que les amateurs de bière connaissent sûrement, la brasserie Sainte-Colombe. On va essayer de percer leurs petits secrets de fabrication qui font la force de cette bière. Enfin, on va essayer gentiment. Bonjour à vous, à tous les deux. Bonjour Goni, bonjour Henri. Bonjour Evan. Alors, vous avez commencé à brasser de la bière en 96. Oui. Expliquez-nous comment est-ce qu'elle est née, cette passion. J'étais brasseur amateur. Quand j'étais étudiant, on a commencé à brasser. Un copain était en agroalimentaire, donc il a emmené tout ce qu'il fallait. Et on a continué à brasser. Quand je suis venu en France, on a continué à brasser. Les gens voulaient acheter, donc c'est pour ça qu'on a démarré. Dans votre garage, en fait, un petit peu. Et vous aussi, Goni ? Oui, souvent j'ai accompagné. En fait, c'est une passion. Quand on a brassé une fois, on veut essayer de faire d'autres goûts et améliorer. Et puis, depuis 96, vous avez eu l'occasion de faire évoluer vos recettes, votre gamme, aussi le volume de production. Ouais. On parle peut-être brièvement, on aura l'occasion d'en reparler, mais des bières que vous produisez. Expliquez-nous. Oui, donc on a une gamme de 5 ou 6 bières toute l'année. Une bière blonde, c'est une bière blonde de base, on va dire. C'est fruité et fleuri. On a des bières blanches. Blanche, celle-là. Avec moitié blé, moitié orge. Ambrée, je vois. Ils sont plus fruités, ambrés ou malt caramélisé. Et la bière d'hiver, c'est quoi ? Et la bière d'hiver, c'est une bière rousse de vinaigre au miel et aux épices. Donc, c'est une bière plus épaisse de dégustation. Et comment c'était le marché de la bière en 1996 ? Est-ce qu'on en parlait autant qu'on en parle maintenant ? Non, on est dans une pied des cidres. À l'époque, il y avait, on était la troisième brasserie en Bretagne, après Lancelot et Coref. Donc, il fallait faire sa place. Ouais. Alors, et là, il y en a pas mal et il y a la place encore, il n'y a pas de souci. Bon, tant mieux, s'il y en a il y a la place pour tout le monde. Alors maintenant, vous allez nous montrer les ingrédients d'une bière et ce qui fait une bonne bière. Ça commence par un grain. Oui, donc c'est le malt d'orge. En fait, c'est l'orge qui est germé et après séché. Et comme ça, il a des enzymes dedans qui sont nécessaires pour faire de la bière. Et en fait, le malt, c'est de l'orge. C'est ça, c'est la transformation de l'orge. Oui, qui est maltais. Ça s'appelle le maltage. Et pourquoi est-ce que celui-ci, il est couleur chocolat ? Cette malt est torréfiée pour, comme ça, pour changer de goût et couleur de la bière. C'est pour on les a bières aussi des maltes qui sont plus ou moins caramélisés. Donc, des maltes comme ça, ce sont des maltes de base et on peut ajouter des autres maltes qui sont plus ou moins caramélisés ou torréfiés. Tu veux du malt, Fabrice ? Non, il est privé. Plus sec. Et alors, ça, c'est pas du malt, ça, c'est le houblon, j'imagine. Oui, donc le houblon, c'est l'épice de la bière. Ça donne l'amertume et c'est un aroma. Aromate, oui. Et donc, évidemment, il faut mettre de l'eau. Oui. Et puis, c'est quoi la drôle de pâte qui déborde ? Donc, c'est la levure de bière. On travaille avec nos propres souches de bière, plusieurs souches de levure, excusez-moi. Et donc... c'est ce qui fait la signature aussi de votre brasserie, c'est la qualité de la levure. Oui, c'est ça, oui. Ce sont des levures vivantes qu'on nourrit, qu'on caresse. Oui, bon, ça, j'irai pas chercher la recette secrète de votre levure. On va se retrouver tout à l'heure dans quelques minutes. Ce sera juste derrière cette vitre, puisque c'est dans ces cuves que la bière de la brasserie Sainte-Colombe mijote. On va aller voir Jean-Baptiste qui va nous expliquer tout ça dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan est là. Et c'est l'un des grands maux de notre société, disent certains médecins. De plus en plus de Français souffrent de mal de dos ou de douleurs au cervical. L'occasion d'évoquer la chiropraxie. Qu'est-ce que c'est ? Réponse en images. Aïe, mon dos! Va voir un chiropracteur. La chiropraxie arrive en deuxième position parmi les médecines douces les plus appréciées des Français. Après l'ostéopathie, 92%, la chiropraxie cumule 89% de satisfaits. Le terme chiropraxie vient du grec kér, signifiant main, et praktos, qui pratique avec.
Cette pratique manuelle est fondée sur une conception globale du fonctionnement de l'organisme et des relations existant entre la colonne vertébrale, le système nerveux, le système musculaire et certains troubles de la santé. La manipulation chiropratique vise à éliminer les interférences du système nerveux et à rétablir le fonctionnement optimal du corps humain. La chiropraxie s'appuie donc sur les facultés de récupération du corps humain qui lui permet de guérir par lui-même. Elle soulage notamment le mal de dos, la sciatique, la cervicalgie, la tendinite, l'arthrose, mais aussi les migraines. Reconnue en France depuis 2002, elle n'est en revanche pas remboursée par l'assurance maladie. Peu nombreux en France, aux États-Unis, les chiropracteurs sont considérés comme les deuxièmes professionnels de santé, derrière les médecins et devant les dentistes. La chiropraxie, et si ça valait mieux que la chimie ? Je crois que pour nos invités ce matin, la réponse est oui. On poursuit la discussion avec vous, Solène Brulé. Bonjour, vous êtes chiropracteur. Est-ce qu'on dit chiropractrice ? Non, c'est chiropracteur. On peut rajouter un E, mais ça reste chiropracteur. Ça marche. Karine Legendre, vous avez fait appel au service de Solène et Isabelle de Préville. On parlera avec vous de votre association, la Tilma, qui propose d'accueillir des mamans en difficulté dans un cadre bienveillant et affectif où elles se sentent en sécurité. Bonjour à toutes. Alors, je vous l'avoue, je fais partie de ces Français qui ne connaissaient pas la chiropraxie avant de travailler sur le sujet. Cette pratique est-elle encore méconnue, Solène ? Alors, ça tend à être de plus en plus connu, mais effectivement, on n'est que 1200 en France. Il y a à peu près 30 000 ostéos, 90 000 kinésithérapeutes. Donc forcément, on est une toute petite minorité en France. Et comme vous le dites très bien dans votre reportage, c'était reconnu en 2002 et réglementé en 2011. Donc la reconnaissance est très récente. Et justement, pour ceux qui connaissent cette pratique, on a tendance à la confondre avec l'ostéopathie. Quelles sont les grandes différences finalement ? Alors déjà, c'est des professions cousines dans le sens où toutes les deux, c'est des professions manuelles qui regardent le corps dans la globalité. Donc c'est non médicamenteux. Par contre, nos techniques de traitement vont être différentes. Et puis, il y a une différence dans notre formation où nous, en fait, ça va être en 5 ans, à temps complet. Les ostéopathes, ça va être également 5 ans en temps complet, mais il y a également en plus un diplôme universitaire de 200 à 400 heures auquel peuvent se former les kinés, les médecins. C'est pour ça qu'il y a des kinés-ostéos, des médecins ostéos. Nous, pour être chiropracteur, il faut vraiment avoir ce cursus de 5 ans à l'école. Donc vu qu'on a une formation qui est très standardisée et homogène, on a des décrets de formation qui sont beaucoup plus rigoureux. Donc on a le droit de faire plus d'actes. Et quelle est la méthode la plus douce entre l'ostéopathie et la chiropraxie ? Alors il n'y a pas vraiment de réponse à ça. En fait, chaque thérapeute a vraiment sa technique. Par exemple, là je vois dans votre reportage, vous parlez, on voit les chiropracteurs qui font craquer les articulations. Moi, ma pratique, par exemple, je ne fais pas craquer. Donc, j'utilise des points de contact légers, je travaille avec la respiration, etc. Ok, alors votre objet fétiche à vous les chiropracteurs, c'est cet objet qui est une colonne vertébrale. Tout à fait. Et c'est l'axe, en fait, c'est ça qui tourne autour de vos manipulations, en fait. Tout à fait. Un fil rouge. Ouais, c'est vraiment le pilier de notre conception en fait, du corps humain. En fait, au niveau de la colonne vertébrale, donc, pour ceux qui découvrent la colonne vertébrale... Je pense qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est votre bassin. D'accord. Ensuite, vous avez ici toutes vos vertèbres donc, qui s'articulent toutes entre elles. Et entre chacune, vous avez les disques intervertébraux qui peuvent être source justement d'hernie discale. Là, c'est la base de votre crâne. Et au milieu, passe ici votre moelle épinière, avec toutes les racines nerveuses qui en sortent pour aller jusqu'au bout de vos doigts, au bout de vos pieds. Il faut savoir que votre système nerveux, c'est le chef d'orchestre de votre corps. Il va gérer toutes les fonctions de votre organisme. Donc on part du principe que s'il y a des blocages au niveau de votre colonne vertébrale, ça va interférer sur l'ensemble du corps. Donc ça peut créer des sciatiques, des trous digestifs, même ça peut interférer sur votre système émotionnel, immunitaire. Donc c'est vraiment notre clé de voûte. Et chacune de vos manipulations a des effets sur la colonne vertébrale. Tout à fait. En fait, notre but, c'est vraiment d'apporter de la souplesse, de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale pour libérer le système nerveux. Alors Karine Legendre, comment vous avez connu la chiropraxie ? Moi, c'était un peu par hasard parce que c'était sur Internet où je suis tombée sur quelque chose qui parlait de la semaine du dos. D'accord. Et du coup, en l'occurrence, Solène qui proposait de faire des bilans sur cette semaine-là. Donc, j'ai tenté. Et comment s'est passée cette première séance ? Alors, la première séance, c'était vraiment juste un bilan, en l'occurrence. Donc voilà, Solène manipule
effectivement de façon très douce en fait. Alors moi je dirais plutôt le corps dans sa globalité. Je me suis pas forcément arrêtée juste au niveau de la colonne vertébrale, mais voilà, c'était vraiment en tout cas de faire un bilan et de voir en fait ce dont mon corps pouvait avoir besoin. Il avait besoin de quoi à ce moment-là? De repos, je dirais, quand même. Et voilà, c'est vraiment à titre personnel, mais moi c'est surtout au niveau de ma hanche en fait, mon bassin et du coup de mes hanches, où ça peut parfois bloquer un petit peu. Quels sont les maux pour lesquels on vient vous voir en général? Alors c'est assez varié, mais c'est vrai qu'on va dire 80% du temps c'est quand même des problèmes de dos, donc les problèmes de sciatique, d'hernie discale, des douleurs au niveau du cou. Là, les trapèzes, c'est au niveau des épaules, c'est très récurrent également. Après, il y a des champs de compétences un petit peu plus ouverts aussi sur des troubles digestifs, des troubles du sommeil, le stress aussi. C'est assez varié. Alors on a reçu des témoignages de Cindy qui a mal au dos. Je vous propose d'écouter son témoignage. Voilà maintenant 40 ans, suite à un accident de travail, la médecine légale avait programmé une intervention chirurgicale pour me souder 2 vertèbres. Ayant rencontré un chiropracteur à l'époque, celui-ci m'a évité l'intervention, ainsi j'ai pu conserver ma mobilité et ma vie professionnelle, bien sûr, n'a pas été altérée. Aujourd'hui encore, tous les 3-4 mois, je fais des petits contrôles de routine, ce qui apporte un bienfait évident à ma vie au quotidien, à consommer sans modération. Alors ce n'est pas Cindy, vous l'aurez compris, c'est Alain. Des patients comme Alain, vous en recevez beaucoup? Oui, on en reçoit beaucoup. Il y en a vraiment, vu qu'ils ne connaissent pas la chiropraxie, viennent en dernier recours, en dernière chance un petit peu. Donc effectivement, parfois, l'opération ou l'acte chirurgical est inévitable. D'autres fois, on arrive à repousser l'échéance ou complètement à l'éviter. Donc ce qui est important, c'est aussi que le patient soit actif dans sa prise en charge, qu'il écoute les conseils et puis qu'il suive bien le plan de soins et puis qu'il fasse de la prévention également. Alors on va écouter maintenant Cindy, la vraie Cindy, elle qui nous parle de son mal de dos. Écoutez. Bonjour à tous, j'ai repris mes études il y a quelques mois déjà. C'est un cursus qui se fait à 100% en distanciel, donc je travaille énormément sur l'ordinateur à mon domicile. Et depuis quelques semaines, j'ai des douleurs et des tensions qui apparaissent au niveau de la nuque et du haut du dos, au niveau des épaules. Et je voulais savoir si la chiropraxie pouvait être recommandée pour ce type de problématique et si oui, quelles solutions je pouvais apporter pour les soulager. Solène, est-ce que Cindy est une bonne candidate pour la chiropraxie? Mais tout à fait. Là, avec l'augmentation en plus du télétravail, c'est vrai que c'est des plaintes qui sont très récurrentes en ce moment. Donc les trapèzes ici, ça va être très lié à la crispation. Quand on est plusieurs heures devant un poste de travail, on va avoir tendance, sans en rendre compte, à lever un peu les épaules et ça va créer vraiment beaucoup de crispation. Et qu'est-ce que vous allez travailler avec elle dans ce cas-là? Alors, il faudrait faire un interrogatoire détaillé, mais en fait, on peut travailler là-dessus, donc vraiment là où elle a mal, mais le problème ne vient pas toujours de là où est la douleur. Donc on peut travailler aussi sur le bassin, sur l'aspect musculaire, articulaire. On peut vraiment travailler sur tout un ensemble. Alors Karine Legendre, vous avez poursuivi quelques séances avec Solène Brulé. Quels sont les bienfaits que vous ressentez aujourd'hui en faisant de la chiropraxie? C'est surtout là que je retrouve un peu de mobilité, donc comme je vous disais par rapport à ma hanche là, qui pouvait me faire un peu souffrir. C'est vrai qu'on avait commencé un travail avec Solène de façon un peu plus soutenue au départ. Là, les séances s'espacent, mais voilà, je me rends bien compte que si j'y vais pas au moins une fois par mois, mon corps le réclame en tout cas. Isabelle de Préville, vous êtes sujette au mal de dos? Comme beaucoup de Français. Oui, comme tout le monde, mais je vois surtout ce bassin magnifique amené à laisser passer un bébé. Je me dis que ça doit être utile dans ce contexte-là aussi. Tout à fait. Oui, la chiropraxie, c'est conseillé aussi pour les femmes enceintes. En cas de prévention, en fait, on n'est pas obligé de venir vous voir quand on a mal quelque part. On peut venir aussi en amont. Tout à fait, parce que quotidiennement, on accumule des tensions, qui soient d'origine physique ou émotionnelle. Donc c'est important de venir à titre préventif pour éliminer ces tensions et puis repartir du bon pied. Et quels sont les conseils pour s'en prémunir de ces fameux mal de dos? Alors, en fait, il y a 6 grands piliers sur lesquels on peut travailler et qui vont un peu définir notre niveau de santé. Il va y avoir donc tout ce qui va être les stress chimiques, donc on va pouvoir travailler sur l'alimentation, l'hydratation. Il y a aussi le sommeil qui est très important pour avoir le corps puisse bien se régénérer. Il y a l'activité physique. Il y a aussi pardon, je ne sais plus
La qualité des pensées, pardon, Ouais. et puis la respiration. Parce que D'accord. la qualité des pensées et la respiration vont permettre de travailler sur l'aspect émotionnel. Donc gérer un peu le stress et l'anxiété. Et pour les femmes enceintes, comme Madame de Préville, quels sont les conseils qu'on peut donner parce qu'on a une charge, je sais que moi quand j'étais enceinte, j'avais aussi mal au dos. Comment on fait pour s'en prémunir? On peut faire des séances de chiro, il y a également la marche, et puis il y a quelques activités comme le yoga, les étirements qui peuvent faire du bien également. Et comment vous êtes tombée dans le bain de la chiropraxie? Alors, après mes études, j'étais très intéressée par le corps humain, par ses facultés de récupération, d'auto-guérison. J'ai pas souhaité aller en médecine parce que je me voyais pas être dans la prescription de médicaments. Et du coup, la chiropraxie, par l'intermédiaire d'entourage, j'ai découvert cette profession et puis ça m'a beaucoup plu dès le début. Qu'est-ce que ça, pourquoi vous êtes attirée par cette profession? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez des cas C'est pouvoir se dire que rien qu'avec nos mains, on peut permettre au corps de se guérir en fait. On fait appel au pouvoir d'auto-guérison du corps. Et pour celles et ceux qui seraient sceptiques, qu'est-ce que vous leur diriez, Karine Legendre? Parce que c'est vrai que parfois on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le grand débat sur la médecine douce. Est-ce que c'est de la vraie médecine? Moi, c'est vrai que pour en avoir discuté avec des personnes autour de moi, c'est souvent la question qui revient de qu'est-ce que c'est en fait la chiro? Alors moi, je le définis un peu comme un mélange d'ostéo et de psy en fait, parce que justement, ça agit beaucoup sur le côté émotionnel. Moi, c'est ce que j'ai pu ressentir aussi, et c'est aussi l'une des raisons qui fait que j'y retourne régulièrement. Isabelle de Préville, vous connaissiez un petit peu la chiropraxie ou pas du tout? Non, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Oui, d'accord. Et pour les sceptiques, une dernière question, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'il faut essayer. Déjà, pour commencer. Qu'il faut essayer, pas partir avec des préjugés. Et puis, il y a aussi, parfois, on peut aller voir un thérapeute, on n'est pas forcément conquis tout de suite. Il faut parfois essayer d'autres également. Un chiropracteur n'a pas forcément la même technique que son voisin. Donc, il faut aussi avoir une curiosité. Et ce sera un autre combat, le fait que ce soit remboursé par la sécurité sociale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui empêche aussi certains de se laisser tenter par ça, parce que les séances coûtent cher et elles ne sont pas remboursées. Alors, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par contre, il y a maintenant énormément de mutuelles qui remboursent les séances. Donc ça, les patients quand même en bénéficient facilement. Et il y aura de plus en plus de chiropracteurs, parce que vous disiez tout à l'heure, ils étaient 1200. Ça tend à augmenter aussi? Ça tend à augmenter. Pour l'instant, on reste qu'à une école en France. Le nombre d'élèves qui sortent chaque année est réglementé. Mais vu la profession est de plus en plus connue, ça attire de plus en plus de jeunes étudiants. Donc oui, la profession a un bel avenir devant elle. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé votre passion pour l'une et votre expérience pour l'autre. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan qui visite ce matin la brasserie Sainte-Colombe dans ses nouveaux locaux à Cornu. Voilà, je peux vous dire qu'ici, ça sent drôlement bon la bière. Ce bâtiment, Goni, il date pas de 96, la date de création de la brasserie Sainte-Colombe. Non, on est à Cornus. Il y a notre nouvelle brasserie depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. Oui. Bon, et ce qui est aussi tout récent, c'est que vous êtes associé avec l'un de vos anciens brasseurs, Jean-Baptiste, qui va nous donner un petit peu les clés de la production. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Très bien, merci. Jean-Baptiste, c'est dingue, on parle de toi, tu es là, le monde est bien fait. Bonjour. Salut, donc tu es brasseur, associé maintenant de Henri et Goni. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous produisez la bière ici? Je peux. Donc vous avez vu les ingrédients tout à l'heure. Donc ici, en fait, on produit 2000 litres de mou par brassin. Donc dans la première cuve, on a le mélange avec le grain, donc avec le malt concassé et de l'eau, où on fait différents paliers de température qui ont pour but de sucrifier le mou, en fait. Les enzymes transforment l'amidon en sucre. C'est ce sucre qui donnera l'alcool, c'est ça? C'est ça. Ensuite, on transfère donc, dans la cuve filtre, qui est ni plus ni moins qu'une passoire géante. Donc on vient filtrer en fait ce mélange de céréales et d'eau. Et ensuite, donc le jus qu'on récupère, on l'emmène dans la troisième cuve, qui est une cuve d'ébullition. Et donc c'est dans cette cuve qu'on vient rajouter les houblons. Et il faut savoir, pour donner un ordre d'idée, que pour produire de la bière, nous on fait 2000 litres, on utilise 400 kg de malt contre 4 kg de houblon. Donc souvent les gens pensent houblon, mais le malt c'est avant tout. Et l'eau bien évidemment. Donc là on fait l'ébullition, on rajoute les différents houblons. On transvase ça dans une quatrième cuve. Juste ici, la petite, pourquoi? Cuve de Whirlpool. Ça permet en fait d'envoyer, de récupérer tout le trub, enfin le reste de houblon et de protéines au centre de la cuve après refroidissement.
Donc quand c'est de cette 4e cuve, ça passe par un échangeur à plaques qui va refroidir donc ce mou à 100 degrés. C'est hyper technologique quand même. Et là, on arrive après dans la partie fermentation. Où on contrôle, je me suis pris le tuyau, où on contrôle toutes les températures et la fermentation qui a lieu. Une fois que le mou, on le refroidit à une vingtaine de degrés, on l'ensemence avec nos propres cultures de levure et ça va fermenter pendant 5-6 jours. Et ensuite, nous, on vient faire une garde au froid de 15 jours, minimum 15 jours. Donc c'est quoi? C'est 3 semaines grosso modo avant de pouvoir être embouteillé? 3 semaines, 1 mois, ouais. Alors, c'est là qu'on rajoute la levure et c'est là que la levure donc, transforme ce sucre en alcool et en dégageant du CO2. Et nous, on garde le CO2 dans les cuves pour saturer. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours de garde, on peut déjà se servir une bière dans les cuves. Ah oui, c'est ça un peu le secret aussi de la bière Sainte-Colombe. Goni, vous pouvez revenir avec nous parce que j'aimerais bien vous entendre. On voit toutes ces cuves en inox et tuyaux. Comment vous faites pour garder un lien avec la bière? Oui, donc moi je fais de contrôle de qualité de la bière et on fait dégustation aussi. Donc on fait un suivi de toutes les cuves et aussi au niveau de fabrication, au niveau des recettes, on en parle toujours ensemble. Donc, à quelle fréquence? Quasiment toutes les semaines la dégustation? Oui, dégustation, oui, au moins une fois par semaine. Ah oui. Et sinon, il y a des contacts tous les jours. Oui. Bon, et magie de la télé, ces cuves qui fermentent habituellement 1 mois, hop, ça y est, elles sont prêtes et on va aller dans la salle d'à côté pour voir l'embouteillage de ces bières de la brasserie Sainte-Colombe. On se retrouve dans quelques minutes, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Evan, et vous le savez chaque jour dans votre émission Coup de projecteur sur des secteurs professionnels qui recrutent, c'est le cas du métier de téléconseiller. Voici le portrait de Muriel, responsable d'équipe. Écoutez, j'ai fait toutes les vérifications, je me suis renseignée. Il s'avère, en effet, on vient de détecter qu'on avait une anomalie de ce côté-là. Je m'appelle Muriel Curier, responsable d'équipe. J'ai bientôt 39 ans et je suis actuellement en charge d'une équipe de 15 personnes. Voilà, ce qui signifie que lui, il n'a pas fait d'action. Donc il faut qu'on regarde à quel moment elle a été faite réellement la relance. Alors le poste de team manager, essentiellement, c'est donc la gestion d'une équipe de téléconseillers. Le quotidien, c'est de les accompagner, leur permettre d'adopter la bonne posture pour répondre à leurs appels, pour traiter leurs mails aussi, les monter en compétences, identifier les points faibles, les lacunes, pour pouvoir les combler, les améliorer en continu, parce que c'est un travail de tous les jours. Et t'as pas un espace devant ? Il faut toujours que je le fasse avec le numéro de téléphone. Je travaille avec des gens de tout âge. Je crois que le plus jeune a 19 ans, le plus âgé doit en avoir 62. Et on identifie toujours des axes d'amélioration. Et quand on parvient à améliorer une posture ou des résultats, elle est là la satisfaction. Au niveau de l'accueil, nickel. En fait, ton rythme, il s'accélère au début. Tu es super posé, tu te présentes comme il faut. C'est juste le nom du magasin que tu me manges. Sinon, j'entends bien ton prénom, je comprends bien le reste. Tu m'as pas entendu dire Sainte-Geneviève, parce que là, c'est... J'ai pas fait d'études, je suis titulaire d'un BEP secrétariat. J'avais d'autres ambitions, mais la vie a fait que. Ça s'est passé comme ça. Je suis devenue maman très très jeune, à 19 ans. Donc c'est vrai que j'ai cherché du travail très très vite. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis découverte des compétences que j'ignorais, je me suis découverte des capacités que j'ignorais. Et le fait justement, ce changement permanent, le fait de travailler pour différentes marques, changer de canaux tout le temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça, d'une activité variée avec des tâches qui changent, même en tant que téléconseillère. Et on bosse, oui, c'est sérieux, mais on sait faire la part des choses, on sait se détendre, on sait s'écouter. Donc du stress, il y en a, on ne va pas se mentir. On sait l'identifier. Il y a une ambiance extraordinaire, les gens sont contents de venir travailler. Personnellement, je suis contente de venir travailler. On se fait des blagues, je ne vous donne pas d'exemple, mais je m'éclate ici. L'accompagnement, le rendre service, toutes ces choses-là, c'est ce qui rentre dans la mission. Et c'est des valeurs qui finalement, qui deviennent des principes en fait. Et pour en savoir plus sur la formation et les débouchés, nous sommes avec Caroline André. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. On vient de le voir, les missions confiées à Muriel sont variées. Hein. Tout à fait, ce sont des missions très variées. Un téléconseiller peut très bien être en réception d'appels ou en émission d'appels. Il peut réaliser du conseil, de la vente, gérer des réclamations, mener des enquêtes, faire de la prospection téléphonique.
c'est très varié. Et comme le disait Muriel, le métier n'exige pas forcément de diplôme précis, mais quelques formations existent quand même. Oui, alors pas de diplôme précis pour accéder à ce type de poste. Ce qu'il est fortement recommandé, c'est d'avoir une formation commerciale. Donc on peut partir d'un bac pro commerce, BTS management des unités commerciales ou des DUT technique de commercialisation autrement. Il existe aussi une formation courte dispensée par l'AFPA de moins de 4 mois qui délivre un titre de conseiller client à distance. Alors pas de diplôme obligatoire, en revanche des qualités quand même humaines précises. Oui, des qualités humaines précises. Au-delà de la maîtrise de l'outil informatique et de l'aisance téléphonique, le téléconseiller se doit d'avoir un bon sens relationnel, d'être diplomate, d'aimer le contact, d'aimer rendre service, comme l'a très bien dit Muriel. Et comment le secteur recrute en ce moment, Caroline ? Actuellement, le secteur est très porteur, déjà depuis quelques années. Sur Pôle emploi, vous pourrez analyser plus de 190 offres, 190 postes à pourvoir dans différents secteurs, tels que la banque, l'assurance, le télécom ou encore la santé. Et quels sont les salaires dans la profession ? Au niveau des salaires, un téléconseiller débute souvent au SMIC horaire. À cela s'ajoutent des primes sur objectif, des primes sur vente. Et après, les salaires évoluent au fur et à mesure de la carrière. Justement, sur les perspectives de carrière, on peut devenir responsable d'équipe comme Muriel. Oui, on peut devenir responsable d'équipe, superviseur, responsable de plateau. Un diplôme supplémentaire peut permettre d'accéder à ces postes-là plus aisément également. Et un dernier conseil pour celles et ceux qui souhaitent tenter cette voie, Caroline ? Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi qui pourra vous aider à réaliser des immersions en stage au sein de structures ou alors des enquêtes professionnelles. Et si vous cherchez des formations, je vous invite à consulter l'Emploi Store avec la bonne formation qui pourra vous répertorier plus de 34 formations actuellement disponibles en Bretagne. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces infos et à la prochaine. On passe maintenant à notre volet solidarité. Coup de projecteur ce matin sur votre association. Isabelle de Préville, vous dirigez la TILMA, une association unique en Bretagne. Depuis 10 ans, vous accueillez des femmes enceintes en difficulté, un travail que vous faites quand même un peu dans l'ombre. Et on ne parle pas d'un foyer comme on pourrait l'imaginer. Non, pas du tout. C'est pas un foyer, c'est vraiment une maison. C'est vrai que il y a d'autres lieux d'accueil mère-enfant en Bretagne, mais en tout cas, tel que nous, on l'a conçu, c'est vrai que je connais pas trop d'équivalent. L'idée, c'est que la grossesse n'est pas un handicap, c'est pas une maladie, que par contre, on peut rencontrer une situation problématique au cours d'une grossesse, soit de violence, de séparation, ou alors la vie était déjà très compliquée et puis le bébé arrivant, il faut s'organiser parce qu'on voit bien que sinon ça va pas le faire. Et donc l'idée, c'est plutôt de fournir un lieu de vie qui soit hyper coucounant, en fait. L'idée, c'est de fournir à la maman quelque chose d'hyper sécurisant, d'hyper soutenant, ce que finalement on a besoin d'avoir quand on est enceinte, parce que c'est vrai qu'on est un peu plus vulnérable. Et même quand on n'est pas en difficulté, tout à fait. Et d'avoir vraiment cet environnement qui est soutenant pour qu'elles puissent ensuite être capables de prendre soin de leur bébé. Quand on l'a vécu, c'est plus facile de le redonner ensuite. De transmettre. Et vous insistez sur la dimension de la rencontre, qui a toute sa place dans votre projet. Oui, alors c'est vrai que quand on a fondé la TILMA, on était très axé sur l'idée de préparer des femmes à devenir mères, à préparer cette rencontre entre la mère et l'enfant. On sait bien que quand on est mère pour la première fois, il n'y a pas que le bébé qui naît, il y a une autre femme qui naît aussi, qui découvre de nouvelles capacités, ou en tout cas chez qui il faut faire émerger des nouvelles capacités. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on a bien compris qu'on n'était pas tellement là pour s'occuper des bébés, on était là plutôt pour s'occuper de femmes qui ont besoin d'être rassurées et d'être encouragées dans leur capacité à prendre soin d'un autre être humain qui arrive et qui est cet enfant. Ouais, parce qu'une mère qui va bien, c'est un enfant aussi qui va bien. Combien de femmes vous accueillez en général ? Alors, on a 5 places. On a une chambre d'urgence qui nous permet d'aller jusqu'à 6, parce que parfois, il y a des situations de détresse auxquelles on ne peut pas dire non. Mais voilà, on tourne sur... et puis, la maison est pleine en permanence. Quelle est la trajectoire de vie de ces femmes ? Elles sont plutôt jeunes il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont entre 18 et 25 ans. Mais en ce moment, il y a une femme qui a 37 ans. On a déjà eu des femmes d'une quarantaine d'années. C'est hyper varié. On pensait vraiment accueillir un certain type de femmes. Et vous disiez même dans les milieux sociaux aussi, c'est vraiment très très large. Oui, hyper large. Et en fait, au début, on a été un peu décontenancés. En fait, c'est vraiment une des richesses du lieu.
parce qu'il y a un vrai échange entre les richesses des unes et des autres. En réalité, il n'y a pas de milieu privilégié, c'est ça que j'ai compris. Parce qu'il y a parfois des milieux plus privilégiés au niveau matériel ou financier dans lesquels il y a une solitude affective gigantesque. Et puis des femmes qui viennent parfois de milieux plus précaires ou de banlieue ou du quart-monde, on pourrait dire, mais où il y a eu une grosse entraide familiale et elles ont toutes à échanger et avec nous aussi surtout. Et dans ce lieu, ces femmes sont accompagnées à la fois par des professionnels et des bénévoles. C'est aussi une spécificité de votre association. Oui, alors c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'a pas de compétences, donc ça c'est quelque part peu importe dans l'équipe. Il y a évidemment des compétences professionnelles parce qu'on doit à ces femmes de les accompagner efficacement et ça c'est vraiment hyper important. Donc psychologue, assistante sociale, psychomotricienne, infirmière, etc. On travaille avec tous les partenaires de terrain qui peuvent exister sur un département dans l'aide sociale ou l'accompagnement de la grossesse. Et puis, il y a des bénévoles qui sont là aussi simplement pour être là et puis pour vivre le quotidien ensemble et échanger de femme à femme et se soutenir dans ce moment-là. Et l'idée, vous me disiez, c'était de s'emparer de la maternité comme un tremplin, en fait. Exactement. En fait, il y a parfois une idée un petit peu dévalorisée de la maternité qui, finalement... l'idée que voilà, pour réussir, il va falloir que je monte, que j'ai un poste à responsabilité ou que je sois... Alors comme je pense à une des mamans qu'on a en ce moment qui disait tout le temps mais moi je voulais être femme d'affaires, et puis là j'ai un bébé à 19 ans. Et puis en fait aujourd'hui, quand tout d'un coup elle se met à jongler entre les couches, remplir son papier Pôle emploi ou je sais pas quoi, elle dit t'as vu, je suis une femme d'affaires. J'ai dit exactement, t'es une femme d'affaires. Et en fait de montrer que s'occuper d'un enfant et prendre soin d'un enfant, c'est une tâche mais qui est éminemment magnifique et importante qui ne veut pas dire pour que la notre société. vie s'arrête en fait. Exactement. Et au contraire, les compétences acquises vont servir ensuite dans une vie professionnelle. Et vous m'aviez dit aussi en préparant cette interview, c'est aussi apprendre à aimer d'être aimé. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois, il y a des situations qui nous, sont un peu insupportables à entendre. Et donc, tout d'un coup, il y a tout notre système de pensée qui s'effondre. Et puis, il faut tout repenser en disant, c'est quoi l'essentiel ? Ok, t'as pas ça. Jusqu'à présent, il y a tout ça qui a foiré. Mais en fait, là, t'as l'occasion de rencontrer quelqu'un et de prendre soin de quelqu'un. Et finalement, on sait très bien que dans le fond, ce qui nous rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on est aimé et qu'on est capable d'aimer quelqu'un, tout le reste n'a plus aucune importance. Et donc, utiliser cette étape de vie, de cette rencontre entre la mère et son enfant, c'est l'occasion de guérir et de réparer beaucoup de choses pour être capable ensuite de développer tout un réseau autour de soi. Je suis totalement fan, vous l'aurez compris. Comme partout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Comment on peut vous aider ? Comment on peut financer vos projets ? Alors aujourd'hui, on est une association loi 1901 non agréée, donc on vit de dons. Alors le département nous soutient parce qu'on a une vraie place sur l'aide pour ces femmes vulnérables sur le département. Mais on fonctionne aussi, on complète notre budget avec des dons privés. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dons. Vous verrez sur le site internet la Tilma, et il y a des dons en ligne possibles. Merci beaucoup Isabelle de Préville d'être venue témoigner sur ce plateau. C'est vraiment une très très belle initiative. Je vous invite tous à vous rendre sur leur site internet. Et dans notre boîte à idées, on reste aussi dans le thème des femmes enceintes. On vous livre d'autres façons de vous engager auprès d'elles. Regardez. Alors, t'as trouvé une coloc ? Oui, une coloc solidaire avec des femmes enceintes. Vous êtes une jeune femme qui travaille, vous avez entre 25 et 35 ans, et vous avez envie d'une colocation avec un projet social et fraternel. Pourquoi ne pas tenter une colocation solidaire où vous partagerez pendant 1 an ou 2 la vie de jeunes femmes enceintes en difficulté ? Vous prendrez soin d'elles, de leur bébé, vous partagerez de nombreux moments en commun, repas, tâches ménagères, sorties, le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale. Une assistante sociale suit également ces jeunes mamans précaires qui sont accueillies du début de la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant. Hortense, 24 ans, psychomotricienne, a rejoint avec bonheur une colocation de l'association Marthe et Marie. Cela fait maintenant 4 mois que j'ai rejoint les colocations de Marthe et Marie. J'ai eu la chance de rencontrer 3 mamans avec qui j'ai pu partager et vivre des moments forts de leur vie, notamment une naissance, la signature d'un CDI ou encore un déménagement pour une maman qui a quitté les colocations afin d'emménager avec son fils et le papa. L'aventure de Marthe et Marie, c'est avant tout du vivre ensemble. Vous aussi, engagez-vous auprès de jeunes femmes enceintes précaires dans un projet de colocation original et fraternel.
Allez, je vous propose maintenant d'aller retrouver Evan. Evan qui s'est rendu à Cornu, à la brasserie Sainte-Colombe. Nous allons découvrir ensemble la dernière étape de fabrication des bières. Ça y est, on a fait un bond dans le temps. Notre bière a fermenté bien comme il faut. Place à l'embouteillage. Jean-Baptiste, explique-nous les différentes étapes. Et ben, du coup, donc là, la bière, elle a fait ses 15 jours de garde. On a gardé la pression, donc on travaille sous pression. Ici, donc on vient étiqueter les bouteilles avant remplissage. On a donc une rinceuse de bouteilles à l'eau qui rince la bouteille à l'intérieur. Alors attends, je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Elles sont sous pression. Ça permet quoi, ça, de garder Ça permet en fait de moins oxyder la bière en fait. Donc là on travaille sous CO2 et donc ça va moins oxyder. Donc là, rinçage intérieur. Ensuite, la bouteille elle est prise par les becs. Donc on tire au vide pour enlever le maximum d'air dans la bouteille. Okay. On injecte du CO2, on retire au vide pour enlever encore un maximum d'air. Ensuite il y a le remplissage. Et ensuite, on voit la mousse. Et remise à la pression atmosphérique. Et là, on travaille sous 3 bars. D'accord. Et après, le but, c'est de capsuler le plus rapidement possible dans le col de mousse pour éviter l'oxydation et préserver au maximum la qualité de la bière. C'est technique. Ensuite, c'est mis en boîte par Henri, qu'on retrouve tout à l'heure. Ici, tout le monde a l'air d'être un peu polyvalent. On peut passer dans l'équipe des brasseurs est polyvalent. Ils font brassage, mise en bouteille, mise en fût. Et là, au vu de la situation actuelle, on a prévu une mise en carton automatique, quoi. Parce que là, ça fait que 2 mois qu'on fait à la main, mais c'est vrai que... Alors, pour nos consommateurs, c'est difficile de savoir toujours déceler quelles sont les différences entre une bière artisanale et une bière industrielle qu'on peut trouver un peu partout. La grande question... J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet, ouais. Non, mais nous, ici, on fait des bières non filtrées, non pasteurisées. Et là encore, on cultive notre propre levure. Donc avec cette culture de levure, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui pourrait qualifier d'une bière artisanale. C'est ça qui fait la signature. Bon, ça c'est la partie la plus fun de l'émission, la porte qui s'ouvre. Et on découvre Goni. Bonjour. Rebonjour. J'adore. Alors on va juste avancer pour pas que la porte se referme sur la caméra. Goni, où est-ce qu'on peut trouver vos bières? Et donc on travaille avec un grand type de clientèle, en fait, de bars, de restaurants, épiceries fines, de cavistes. Et depuis le premier confinement aussi avec des supermarchés, on n'a jamais fait. Mais pendant le confinement, ils sont venus vers nous pour nous aider. Des supermarchés autour de Cornu? Oui, c'est ça, oui, assez local, en Ille-et-Vilaine. Et depuis, vous êtes resté dans leur rayon? Oui, on continue, on est très contents. Bon, et alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la bière de la brasserie Sainte-Colombe, elle a obtenu la médaille d'or au Salon de l'Agriculture en 2003. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Oui, c'était le premier concours pour la bière et donc les médias ont beaucoup parlé et ça nous, quand même, beaucoup plus demandé après. Bon, et maintenant que France 3 Bretagne est venue, vous allez tripler la production. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle visite ce matin. Merci à vous. Piane Fantet, tu n'es pas sans savoir que la bière est à consommer avec modération. Donc ta petite liste que tu m'as envoyée de 18 bouteilles à te ramener, eh bien écoute, elle va passer de 18 à 1 bouteille. Voilà, je te ramène 1 bouteille pour ce matin, c'est tout. Allez, à demain. Salut Evan, merci de prendre soin de mon foie. Et oui, je le rappelle, l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment. Merci à toutes les 3 d'avoir été avec nous ce matin. J'ai encore passé un chouette moment à vos côtés. À suivre dans un instant votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.